Après notre dispute, ma fiancée m'a envoyé un texto. Je reste chez mon ex ce soir. Débrouille-toi avec ça. Alors, c'est ce que j'ai fait. Le lendemain matin, je l'ai regardé péter les plombs complètement. Je m'appelle Bruce. J'ai 34 ans, et je travaille comme responsable des achats pour un groupe hôtelier à Manchester. Mon travail est structuré, avec beaucoup d'échéances à respecter, et je suis généralement debout avant 6 heures du matin, car les fournisseurs commencent à appeler tôt. Ma fiancée est Rachel, elle a 31 ans. Nous étions ensemble depuis près de 4 ans, fiancés depuis 8 mois, et nous vivions ensemble dans un appartement que je louais à Castlefield. Nous partagions les factures de manière inégale, car je gagne plus qu'elle, mais je couvrais le loyer et les charges, tandis qu'elle s'occupait des courses et de la plupart des décisions de décoration. Je publie ce témoignage parce que ce qui s'est passé après notre dernière dispute était assez étrange, pour que même maintenant, je ne sois pas certain de l'avoir géré correctement, ou simplement efficacement. Rachel avait un talent pour envenimer les choses rapidement. Pas chaque désaccord, bien sûr, mais suffisamment pour que j'aie commencé à remarquer une tendance. Si quelque chose n'allait pas dans son sens, elle arrêtait de débattre du problème lui-même, et se mettait à rendre la situation détestable. Des commentaires acerbes, des coups bas, en y mêlant des choses sans rapport, puis elle agissait comme si j'étais froid parce que je refusais de continuer. Ce soir-là, tout a commencé pour une raison qui semblait stupide en apparence, mais qui ne l'était pas du tout en réalité. Nous étions censés finaliser le versement d'un acompte pour un lieu de réception de mariage ce week-end-là. Je lui avais déjà dit 2 fois que je voulais relire le contrat avant d'envoyer quoi que ce soit, car il y avait des clauses de pénalité en cas de changement de date. Elle a dit que je traitais un mariage comme un appel d'offres. J'ai répondu qu'un contrat reste un contrat, même si des fleurs sont impliquées. Cela a suffi à la faire démarrer. Elle m'a accusé de gagner du temps, parce que j'étais secrètement incertain de vouloir l'épouser. J'ai dit que ce n'était pas vrai, et je lui ai demandé de rester sur le sujet. Puis, elle est passée aux attaques personnelles. Elle a dit que je transformais chaque chose heureuse en une tâche administrative. Elle a dit que vivre avec moi, c'était comme être géré par un cadre intermédiaire. Je lui ai dit que si elle voulait une vraie conversation, d'accord. Mais que je n'allais pas rester là, pendant qu'elle essayait de gagner en étant méchante. C'est à ce moment-là qu'elle a attrapé son manteau, s'est tenue près de la porte, et a dit qu'elle avait besoin d'espace. J'ai dit, prends ta soirée. Calme-toi. On pourra parler demain. Environ 10 minutes plus tard, mon téléphone s'est allumé. Je reste chez mon ex ce soir. Débrouille-toi avec ça. Ce n'était pas le genre de message pour bluffer. Il n'était ni vague, ni envoyé pour provoquer l'ambiguïté. Il était conçu pour avoir exactement l'impact qu'il a eu. Je l'ai lu 2 fois. Puis une fois de plus, principalement parce que je voulais être certain de ne pas y ajouter un sens qui n'existait pas. Je ne l'ai pas appelé. Je n'ai pas argumenté par texto. J'ai simplement regardé notre appartement, j'ai pensé au fait qu'elle avait choisi ce nom très délibérément, et j'ai décidé que si elle voulait que je me débrouille avec ça, je le ferais. À minuit, je n'attendais plus qu'elle revienne. J'étais en train de faire une liste. J'ai fait exactement ce que Rachel m'avait dit de faire. Je m'en suis occupé. Pas sur le plan émotionnel, mais sur le plan logistique. J'ai bien dormi cette nuit-là. Parce qu'une fois que quelqu'un franchit une certaine ligne, la décision cesse d'être compliquée. Rachel savait exactement ce qu'elle faisait en envoyant ce message. Il ne s'agissait pas d'avoir besoin d'espace. Il s'agissait de porter un coup, et dire qu'elle restait chez son ex était censé provoquer la panique, la jalousie, ou des supplications. Au lieu de ça, cela m'a apporté de la clarté. Je me suis réveillé à 6 heures comme d'habitude, j'ai préparé du café, je me suis assis à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable, et j'ai commencé à parcourir la liste que j'avais faite la veille. La première chose, c'était le lieu du mariage. Nous discutions avec eux depuis environ 3 semaines, et Rachel avait beaucoup insisté pour le réserver rapidement. Ils avaient besoin de l'acompte avant lundi pour garantir la date. J'ai ouvert la chaîne de mai, j'ai relu le contrat une fois de plus, puis j'ai écrit une courte réponse. J'ai expliqué que nous n'allions pas poursuivre la réservation, et je les ai remerciés pour leur temps. Pas de drame, pas d'explication, juste une annulation avant que le moindre argent ne quitte mon compte. Après cela, j'ai envoyé un email au photographe dont nous avions discuté.
Même message, nous n'allions pas donner suite. Puis la demande d'information pour le fleuriste, que Rachel avait envoyé depuis mon adresse email. J'ai également clos ce dossier. Le temps de finir ma deuxième tasse de café, tout le processus de planification du mariage avait été discrètement arrêté. Pas d'acompte, pas d'obligation future, pas de prestataire attendant des paiements. L'étape suivante, c'était la bague. La bague de fiançailles avait été achetée chez un bijoutier du centre-ville. Le reçu mentionnait une période de retour de 30 jours, pour un remboursement d'un pourcentage élevé, si la bague était retournée dans son état d'origine. Nous étions encore dans cette période. J'ai posé l'écrin de la bague sur le comptoir de la cuisine et je l'ai regardé pendant 1 minute, non pas parce que j'hésitais, mais surtout parce que je trouvais étrange à quel point j'étais calme face à tout ça. 4 ans ensemble, et la fin était déclenchée par un simple texto. Mais ce texto disait tout ce que j'avais besoin de savoir sur la façon dont Rachel gérait les conflits. Menaces, escalade, dégâts maximum. Ce genre de comportement ne disparaît pas après le mariage. Il se multiplie. Vers 8h30, j'ai quitté l'appartement avec la bague dans la poche de ma veste et j'ai conduit jusqu'en ville. Le bijoutier ouvrait à 9h. Au moment où Rachel se réveillerait, ou qu'elle ait passé la nuit, le mariage pour lequel elle s'était disputée était déjà annulé, et elle n'en avait encore absolument aucune idée. Le bijoutier a ouvert pile à l'heure, à 9h. J'étais le premier client à entrer. La femme derrière le comptoir m'a reconnu presque immédiatement, ce qui n'était pas surprenant puisque j'avais passé près d'1 heure là-bas quelques semaines plus tôt à choisir la bague. Elle a souri et m'a demandé comment s'était passée la demande en mariage. Je lui ai dit que ça n'avait pas fonctionné, et j'ai posé l'écrin sur le comptoir. Elle n'a pas posé de questions personnelles après ça. Elle a juste vérifié le reçu, inspecté la bague, et confirmé le montant du remboursement. La majeure partie de l'argent serait recréditée sur ma carte dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables. Toute l'interaction a duré peut-être 10 minutes. Quand je suis ressorti à l'heure matinale, quelque chose semblait nettement plus léger. Pas heureux, exactement, juste résolu. Une affaire de moins à régler. Je suis allé directement au travail après ça. Les vendredis sont généralement chargés pour moi, car les fournisseurs aiment confirmer les livraisons avant le week-end. Ma matinée s'est donc rapidement remplie d'appels et de mails. Pendant quelques heures, je n'ai presque pas pensé à Rachel. Vers 11h30, mon téléphone a vibré. Rachel. J'ai laissé sonner. Puis un autre appel 30 secondes plus tard. Puis un texto. Tu m'ignores sérieusement en ce moment? J'ai terminé l'email que j'étais en train d'écrire avant de regarder à nouveau le message. Rien dans ce message ne ressemblait à quelqu'un qui s'excusait pour le texto envoyé la veille. Ça sonnait irrité, comme si c'était moi qui créais un problème. Quelques minutes plus tard, un autre texto est arrivé. J'espère que tu as apprécié ta nuit tranquille, parce que moi, je n'ai pas bien dormi du tout. Toujours rien sur l'ex, rien sur le message, juste de l'agacement. J'ai finalement répondu quelque chose de simple. Bonjour, je suis au travail. 3 points sont apparus presque immédiatement. Bien, parce qu'il faut qu'on parle de ton attitude d'hier soir. J'ai lu cette phrase 2 fois et je me suis adossé à ma chaise. Rachel avait passé la nuit chez son ex-petit ami après l'avoir annoncé comme une arme. Et, d'une manière ou d'une autre, la conversation qu'elle voulait avoir le lendemain matin portait sur mon attitude. Cela me disait 2 choses très clairement. Premièrement, elle pensait toujours contrôler la direction de cette situation. Deuxièmement, elle n'avait absolument aucune idée de ce que j'avais déjà fait. Son message suivant est arrivé alors que je regardais encore le téléphone. Aussi, je rentrerai à la maison plus tard, alors ne commence pas à agir bizarrement quand j'arriverai. J'ai posé le téléphone face contre le bureau et je suis retourné au travail, parce que lorsque Rachel franchirait la porte ce soir-là, la première chose qu'elle remarquerait, c'est que quelque chose manquait dans l'appartement. Et ce n'était pas subtil. Je suis rentré à la maison vers 6h ce soir-là. Rachel n'était toujours pas là. Ce n'était pas surprenant. Quand elle était dans une de ses humeurs, elle aimait faire des entrées. Rester dehors tard après une dispute faisait partie de la performance. Ça créait une tension pour qu'elle puisse entrer et relancer la dispute selon ses propres termes. Normalement, j'aurais passé ce temps à attendre. Cette fois, je l'ai utilisé différemment. Plus tôt dans l'après-midi,
je m'étais arrêté dans un magasin de bricolage près de mon bureau et j'avais acheté une pile de cartons de déménagement de taille moyenne et du ruban adhésif. Rien de dramatique, juste le genre que les gens utilisent quand ils déménagent. Quand je suis rentré, j'ai commencé à emballer les affaires de Rachel. Pas tout, juste les articles qui étaient clairement les siens. Ses vêtements de la penderie du couloir en premier. Robes, vestes, chaussures. Je les ai pliés soigneusement et les ai empilés dans les cartons. Après ça, j'ai emballé l'étagère de la salle de bain qu'elle utilisait. Trousses de maquillage, produits capillaires, flacons de soins pour la peau, tout emballé dans du papier pour que rien ne fuit. Le processus était lent et méthodique. Pas de colère, pas de précipitation, juste du tri. Le temps de finir les tiroirs de la chambre, 4 cartons étaient scellés et alignés proprement contre le mur du salon. J'ai aussi retiré la photo de fiançailles de l'étagère. Ce cadre est allé dans le dernier carton. Vers 7h15, j'ai entendu des clés dans la serrure. Rachel est entrée, portant son sac de voyage, et a immédiatement commencé à parler avant même d'enlever son manteau. Tu n'imagines pas le trafic ce matin, et j'ai dû passer au bureau, parce qu'apparemment, les gens ne peuvent pas survivre une journée sans que je répare leurs erreurs. Puis elle a levé les yeux. La première chose qu'elle a remarquée, ce sont les cartons. 4 d'entre eux, empilés à côté du canapé. Rachel s'est arrêtée au milieu de sa phrase. Ses yeux sont passés des cartons à moi. Bruce, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai fermé lentement mon ordinateur portable et je me suis levé de la table. Tes affaires. Elle a de nouveau fixé les cartons, comme si son cerveau avait besoin d'une seconde pour traiter ce qu'elle voyait. Pourquoi mes vêtements sont-ils dans des cartons? Parce que tu as dit que tu restais chez ton ex. La pièce est devenue complètement silencieuse. L'expression de Rachel est passée de la confusion à l'incrédulité. Bruce, arrête d'être dramatique et dis-moi ce que tu faisais. Je me suis appuyé contre le comptoir. J'ai annulé les plans du mariage ce matin, et j'ai commencé à emballer tes affaires cet après-midi. Les mots ont semblé la frapper une seconde plus tard. Son visage s'est crispé instantanément. Tu as fait quoi? La partie calme était déjà terminée. Maintenant, elle commençait à comprendre que cette situation ne se déroulait pas comme elle l'avait prévu. Rachel m'a regardé fixement pendant quelques secondes, comme si elle attendait que je rie et que j'admette que c'était une sorte de réaction excessive. Quand cela ne s'est pas produit, quelque chose en elle a craqué. Tu es sérieux, là? Sa voix a monté d'une octave immédiatement. Tu as emballé mes affaires? J'ai hoché la tête une fois. Tu as dit que tu restais chez ton ex. Rachel a laissé tomber son sac de voyage sur le sol avec un bruit sourd. Oh mon Dieu, Bruce. Tu ne peux pas être aussi mesquin. Elle s'est dirigée droit vers les cartons et a arraché le ruban adhésif du dessus, comme si elle s'attendait à prouver quelque chose. Les vêtements étaient pliés à l'intérieur, exactement comme je les avais emballés. Ses mains se sont figées une seconde. Puis elle s'est retournée vers moi. Tu as vraiment fait ça. Tu as vraiment emballé mes affaires comme si on me mettait à la porte. Tu m'as dit que tu restais ailleurs. Ce n'est pas la même chose, et tu le sais très bien. Rachel faisait les 100 pas maintenant, en cercle rapide et serré dans le salon. Sa voix montait à chaque phrase. Je suis parti pour une nuit parce que tu étais impossible. Et tu réponds en annulant le mariage et en mettant ma vie en carton? Qui fait ça? Quelqu'un qui te prend au sérieux quand tu dis que tu restes avec ton ex. Cette phrase a eu l'effet de jeter de l'huile sur le feu. Le visage de Rachel est devenu rouge vif. Tu ne peux pas simplement annuler un mariage parce que tu fais une crise de colère. Je n'ai pas annulé un mariage. J'ai annulé la compte. Elle a levé les mains en l'air. Oh mon Dieu. Écoute-toi parler. Elle a pointé les cartons comme s'ils étaient des preuves dans un tribunal. C'est de la folie. C'est un comportement complètement fou. Sa respiration était saccadée maintenant, de courtes bouffées d'air entre les phrases. Je suis allé chez Henry pour me calmer. C'est ce que font les adultes quand leur partenaire se comporte comme un robot. Je l'ai observé attentivement. Tu n'as pas dit que tu allais te calmer. Rachel a arrêté de faire les 100 pas. J'ai levé mon téléphone. Tu as dit que tu restais chez ton ex, et tu m'as dit de me débrouiller avec ça. Pendant un instant, elle a semblé vouloir contester la formulation. Puis elle a explosé.
Parce que tu étais censé réagir. Sa voix a résonné dans la pièce. Tu étais censé m'appeler, ou te fâcher, ou faire quelque chose. À la place, tu as emballé mes affaires comme si j'étais une locataire qu'on expulse. Elle a donné un léger coup de pied dans l'un des cartons, par frustration. Tu as complètement perdu la tête, Bruce. J'ai secoué la tête lentement. Non. Pour la première fois de la soirée, j'étais complètement sûr de ne pas l'avoir perdu. Rachel a continué à faire les 100 pas dans le salon, comme si elle essayait de brûler sa colère par le mouvement. C'est incroyable. 4 ans ensemble, et tu jettes tout par la fenêtre parce que j'ai passé une nuit ailleurs. Tu n'as pas dit ailleurs, j'ai gardé ma voix égale. Tu as dit ton ex. Rachel a levé les yeux au ciel avec force. Oh mon Dieu, Bruce, arrête de répéter ça comme si ça avait de l'importance. Ça en a, il ne s'est rien passé. Ce n'est pas la question. Bien sûr que si, c'est la question. Sa voix est montée à nouveau. Tu agis comme si je t'avais trompé alors que j'ai littéralement dormi sur un canapé. Tu as bien pris soin de me dire de qui était ce canapé. Rachel a ouvert la bouche, a fait une pause, puis a changé de direction, comme elle le faisait toujours quand un argument ne fonctionnait plus. D'accord. On est tous les deux en colère. Clairement, ça a dérapé. Elle a fait un geste vers les cartons. Alors, déballe mes affaires et arrête d'être ridicule. Non. Le mot a atterri, plat et lourd, dans la pièce. Rachel a cligné des yeux lentement. Comment ça, non? Je veux dire, tu devrais prendre tes affaires ce soir. Son expression a changé instantanément. Bruce, arrête. Tu ne réfléchis pas clairement. Si, je le fais. Tu ne peux pas simplement mettre ta fiancée à la porte à cause d'une seule dispute. Je ne t'ai pas mise à la porte. Tu as déjà dit que tu restais ailleurs. Rachel a ri sèchement. Alors, et maintenant? Tu t'attends à ce que j'emménage avec mon ex? Ce n'est pas ma décision. Sa colère est revenue d'un coup. C'est de la folie. Tu es fou. Elle a de nouveau pointé les cartons. Tu as annulé le mariage. Tu as mis ma vie en carton pour une stupide dispute. Ce n'était pas la dispute. C'était le message. Rachel a secoué la tête, comme si elle essayait de rejeter physiquement l'idée. Tu dramatises exprès. Demain, tu te sentiras comme un idiot. Je me suis dirigé vers la porte et je l'ai ouverte. Prends les cartons. Rachel a regardé la porte ouverte, puis m'a regardé à nouveau. Tu n'es pas sérieux. J'ai pris l'un des cartons et je l'ai posé dehors dans le couloir. Bruce, arrête. J'ai pris le deuxième et je l'ai placé à côté du premier. Sa voix a recommencé à monter. Tu ne peux pas faire ça. Le troisième carton est sorti. Rachel s'est avancée comme si elle allait essayer de m'arrêter, mais s'est figée. Le quatrième carton a suivi. Je suis rentré et j'ai tenu la porte ouverte. Tu devrais y aller. Pendant un moment, elle est juste restée là, respirant fort. Puis les cris ont recommencé. Tu as complètement perdu la tête. Sa voix a résonné dans le couloir alors qu'elle attrapait le premier carton. C'est de la folie. Tu t'entends parler? Je me suis avancé, je l'ai guidée dehors dans le corridor, et j'ai fermé la porte derrière elle. Rachel a immédiatement commencé à crier de l'autre côté. Bruce, ouvre cette porte tout de suite. Je l'ai verrouillée, et à en juger par le volume des cris qui ont suivi, Rachel ne faisait que commencer. Rachel a commencé à marteler la porte presque immédiatement après que je l'ai fermée. Pas des coups légers, mais de toutes ses forces, en frappant la porte avec le plat de la main. Bruce, ouvre la porte tout de suite. Je n'ai pas répondu. Les coups ont repris, plus fort. Bruce, je suis sérieuse. Ouvre cette porte. Je suis resté dans le couloir un instant, à écouter. Sa voix rebondissait maintenant sur les murs du corridor. Tu ne peux pas me mettre dehors comme ça. D'autres coups. C'est aussi ma maison. Je suis allé dans le salon et je me suis assis sur le canapé. Les cris continuaient à travers la porte. Bruce, si tu n'ouvres pas cette porte tout de suite, je le jure devant Dieu, j'ai vérifié mon téléphone. 3 appels manquaient déjà. Puis un autre. Puis un autre.
Rachel était passée des cris à travers la porte aux appels téléphoniques. Sa voix est revenue du couloir. Décroche ton téléphone. Le téléphone a de nouveau vibré dans ma main. Appel numéro 6. Puis un message est apparu. Tu agis comme un fou en ce moment. Un autre appel. Un autre message. Ouvre la porte pour qu'on puisse parler comme des adultes. J'ai regardé l'écran s'allumer encore et encore. Appel numéro 9. La voix de Rachel à l'extérieur de la porte continuait de monter et descendre, entre la colère et la panique. Tu ne peux pas m'ignorer comme ça. J'ai ouvert le fil de discussion et j'ai lu rapidement les textos. Le ton était exactement celui auquel je m'attendais. D'abord la colère, puis les accusations, puis les tentatives de ramener la conversation à une autre dispute. Je n'avais aucun intérêt à répéter le même combat à travers une porte ou un téléphone. Un autre appel est arrivé, ce qui en faisait 12. Alors j'ai ouvert les paramètres du contact et j'ai bloqué son numéro. Le téléphone est devenu silencieux instantanément pendant environ 10 secondes. Puis les coups sur la porte ont recommencé. Bruce, je sais que tu m'ignores. Sa voix était plus aiguë maintenant. Tu penses que me bloquer règle le problème? Je n'ai pas bougé. Une minute plus tard, mon téléphone a de nouveau vibré. Numéro différent. Rachel. J'ai bloqué celui-là aussi. Puis les messages ont commencé à arriver via les réseaux sociaux. D'abord sur Instagram, puis sur Facebook, chacun plus frénétique que le précédent. Je les ai bloqués également. En quelques minutes, le téléphone est finalement redevenu silencieux. Dehors, Rachel criait toujours. Mais maintenant, elle criait à une porte qui ne s'ouvrait pas, et à un téléphone qui ne répondait pas. Et à en juger par le volume qu'elle atteignait, elle commençait seulement à réaliser que j'étais sérieux. Rachel a continué de crier devant la porte pendant encore 5 minutes. Au début, c'était de la pure colère. Tu penses que me bloquer te donne raison? Puis ça s'est transformé en menace. Tu ferais mieux d'ouvrir cette porte avant que j'appelle quelqu'un. Je suis resté sur le canapé et j'ai attendu. Les gens comme Rachel suivent généralement un cycle prévisible lorsqu'ils réalisent qu'ils perdent le contrôle d'une situation. D'abord la rage, puis la pression, puis la tentative d'impliquer des témoins extérieurs. Pile à l'heure, sa voix a de nouveau changé. Très bien, j'appelle des gens. Je pouvais l'entendre faire les 100 pas dans le couloir, ses chaussures traînant légèrement sur la moquette. On va voir comment tes amis réagissent quand ils apprendront ce que tu viens de faire. J'ai de nouveau vérifié mon téléphone par curiosité. Les appels bloqués s'accumulaient déjà dans le journal. Elle avait clairement essayé plusieurs autres fois. Quelques secondes plus tard, ma notification de mail a sonné. Puis une autre. Rachel était passée au canal suivant. Le premier email était court et colérique, m'accusant de l'humilier et d'agir de manière instable. Le second était plus long et beaucoup plus dramatique, avec beaucoup de mots sur la trahison, la cruauté, et le fait de jeter 4 ans par la fenêtre. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai archivé les 2 messages et j'ai mis la discussion en sourdine. Dehors dans le couloir, sa voix devenait à nouveau plus forte. Bruce, je jure que si tu n'ouvres pas cette porte, un autre coup, puis un autre, puis le silence pendant un moment. J'ai entendu l'ascenseur au bout du couloir s'ouvrir. La voix de Rachel est revenue une dernière fois, plus aiguë et plus frénétique. Tu vas le regretter. Les portes de l'ascenseur se sont fermées, et d'un coup, le couloir est devenu silencieux. Je me suis levé et je suis allé à la porte, regardant par le Judas. Vide. Les cartons avaient disparu. Rachel était enfin partie. L'appartement semblait soudainement plus grand sans le bruit. Je suis retourné dans la cuisine, j'ai versé un verre d'eau, et j'ai vérifié mon téléphone une dernière fois. Il y avait déjà un nouveau message en attente, non pas de Rachel, mais de son amie Melissa. Il ne contenait qu'une seule phrase. « Qu'est-ce que tu as fait exactement à Rachel ce soir ?» Le message de Melissa est resté sur l'écran de mon téléphone pendant 1 minute avant que je ne l'ouvre. « Qu'est-ce que tu as fait exactement à Rachel ce soir ?» Je me suis adossé à la chaise de la cuisine et j'ai réfléchi à l'effort que je voulais consacrer à expliquer quelque chose qui s'était déjà produit. Melissa était l'une des amies les plus proches de Rachel, le genre d'amie qui n'entendait généralement que la version des faits de Rachel, ce qui signifiait que l'histoire qu'elle venait de recevoir devait sembler très différente de la réalité.
Mon téléphone a de nouveau vibré avant même que je ne commence à taper. Un autre message de Mélissa. Elle dit que tu as annulé le mariage, emballé ses affaires, et l'a jeté hors de l'appartement. Techniquement, ce résumé n'était pas faux. Il manquait juste la partie qui donnait un sens à toute la situation. J'ai tapé une courte réponse. Rachel m'a dit qu'elle restait chez son ex-petit ami hier soir, et m'a dit de me débrouiller avec ça. Alors, je l'ai fait. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai posé le téléphone. Quelques minutes ont passé, puis il a de nouveau vibré. Mélissa. Attends. Elle t'a vraiment dit ça? Oui. Une autre pause, puis un autre message. Elle m'a dit que tu avais surréagi à une dispute. J'ai tapé une dernière réponse. Les disputes n'impliquent pas d'annoncer qu'on va dormir chez son ex. Cette fois, la réponse a pris plus de temps, près de 10 minutes. Quand elle est arrivée, le ton avait changé. Elle ne m'avait pas dit cette partie. Ce n'était pas surprenant. Rachel avait toujours été douée pour éditer les histoires, afin de paraître comme la personne raisonnable. Un autre message a suivi. Elle est à l'appartement d'Henri en ce moment, et elle perd la tête. J'ai fixé l'écran une seconde. Henri, l'ex qu'elle avait décidé d'utiliser comme moyen de pression la veille. Mélissa a envoyé un dernier message. Elle pensait que tu paniquerais ou que tu la supplierais de rentrer à la maison. Cette partie m'a en fait rire doucement. Au lieu de ça, tu as annulé le mariage. Oui. L'indicateur de frappe est apparu du côté de Mélissa, puis a disparu, puis est revenu. Finalement, un autre message est arrivé. Elle ne s'y attendait vraiment pas. J'ai repris mon verre d'eau et j'ai regardé autour de l'appartement. Moi non plus, mais plus je prenais de distance par rapport à la situation, plus une chose devenait claire. Rachel avait essayé de provoquer une réaction. Ce qu'elle a obtenu à la place, c'est une conséquence. Et d'après ce que Mélissa venait de me dire, Rachel commençait seulement à réaliser à quel point ce plan s'était retourné contre elle. Mélissa et moi avons échangé quelques messages de plus ce soir-là, mais la conversation a rapidement ralenti. Elle a posé une dernière question. C'est vraiment fini entre vous deux? J'ai regardé autour de l'appartement avant de répondre. Les chaussures de Rachel avaient disparu du porte-chaussures dans le couloir. Son étagère de maquillage dans la salle de bain était vide. L'espace du placard qu'elle utilisait était débarrassé. L'endroit avait déjà l'air différent. Oui. Mélissa a envoyé une dernière réponse. Elle est toujours en train de paniquer ici. Je n'ai pas répondu après ça. Il n'y avait rien d'utile à ajouter. Vers 10 heures ce soir-là, mon téléphone a vibré une fois de plus. Cette fois, c'était un numéro inconnu. Je savais déjà qui c'était avant d'ouvrir le message. Rachel. Son style de texto avait complètement changé par rapport à plus tôt. Plus d'insultes, plus de cris. Maintenant, c'était de longs paragraphes. Elle disait que j'avais surréagi. Elle disait qu'elle n'était allée chez Henri que parce qu'elle avait besoin d'espace après la dispute. Elle disait qu'elle ne s'attendait pas à ce que les choses aillent aussi loin. Il y avait aussi une ligne sur le fait que la situation était humiliante pour elle. J'ai lu le message une fois, puis j'ai bloqué ce numéro. Aussi. Pas parce que j'étais en colère, juste parce que la conversation était déjà terminée. Rachel avait pris une décision très spécifique en envoyant ce message la veille. Elle a essayé de forcer une réaction en faisant entrer un autre homme dans la situation. C'était censé provoquer la panique. Au lieu de ça, ça a mis fin à la relation. Le lendemain matin, j'ai retourné les derniers articles liés au mariage qui étaient encore remboursables. Après ça, j'ai envoyé un email au propriétaire pour confirmer que seul mon nom resterait sur le bail. La vie est revenue à une routine tranquille avec une rapidité surprenante. Travail, salle de sport, maison. De temps en temps, j'avais des nouvelles par des amis communs. Apparemment, Rachel a passé quelques semaines à dire aux gens que j'avais ruiné notre relation pour rien. Puis l'histoire complète a commencé à circuler, et les réactions ont changé. En y repensant maintenant, la partie étrange n'est pas la rapidité avec laquelle la relation s'est terminée. La partie étrange, c'est à quel point la décision a semblé claire une fois qu'elle a envoyé ce message. Certaines actions sont des disputes, d'autres sont des annonces. Rachel pensait qu'elle commençait une dispute.
Ce qu'elle a réellement fait, c'est mettre fin aux fiançailles.